Donc j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Vallée pour le CERS. Bonjour Antoine. Richard Loyen pour Enerplan. Bonjour Bonjour. Richard. Michael Thérum pour ACO. Bonjour. Bonjour Michael. Et Mathieu Chiara pour l'AVER. Merci Bonjour. Mathieu. Merci à vous quatre d'être avec nous. Juste peut-être un petit tour de table pour vous présenter un peu mieux que ce que je ne l'aurais fait. Est-ce que vous représentez également Antoine, vous voulez commencer? Je pense pas qu'il soit possible de mieux introduire que vous, hein, Xavier. Donc, Antoine Vallée, chargé de mission bâtiment efficacité énergétique au CERS. Voilà, le CERS, combien d'adhérents? Vous me posez une colle. Je crois qu'on est autour de 238 entreprises adhérentes. Donc, principalement des entreprises qui, historiquement, étaient sur le segment des infrastructures électriques et qui ont diversifié leurs activités vers les services énergétiques de manière plus large, que ce soit à la ville, aux bâtiments, aux industries. J'y reviendrai un peu plus tard. Oui. Richard Loyen pour Enerplan. Oui, Richard Loyen, délégué général d'Enerplan, qui est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Et voilà, je suis très intéressé par tout ce qui est problématique d'efficacité, d'autoconsommation et de convergence avec le véhicule électrique. On collabore avec l'AVER, comme ça je passe le mot à mon collègue Mathieu. Oui. Richard, juste Enerplan, combien d'adhérents aujourd'hui? Quelques centaines de membres sur l'ensemble de la chaîne de valeur du solaire en France, à la fois du fabricant à l'installateur, en passant par des établissements financiers, des fonds d'investissement, des courtiers d'assurance. Donc c'est l'écosystème de la filière solaire. Mathieu Chiara, donc pour l'AVER, Richard vous a passé la main presque. Bonjour à tous, donc Mathieu Chiara, je suis en charge de la communication de l'AVER France. L'AVER France, c'est la fédération professionnelle de la mobilité électrique. Nous aussi, on réunit l'écosystème entier du véhicule électrique sur toute la chaîne de valeur, donc des constructeurs à l'installateur de bornes, en passant par les collectivités qui mettent en place des zones de restriction de circulation ou des systèmes de réseau de recharge. Et on réunit environ 200 structures. Et donc, pour finir, Michael Thérum pour ACO. Oui, merci. Oui, Michael Thérum, je dirige la division énergie d'Axéo Group. On est un bureau d'études spécialisé dans différents domaines, l'ascenseur, l'activité, l'énergie et l'amiante. On a aujourd'hui 17 agents sur tout le territoire et concernant ma division, on accompagne nos clients vers l'amélioration énergétique de leurs bâtiments, des phases d'études jusqu'à la réception des travaux. Voilà, donc de beaux projets pour les prochaines années. Alors justement, Michael, on avait prévu en préparant cette table ronde, et merci à tous de l'avoir préparée, on avait prévu qu'on ferait un petit rappel réglementaire sur cette réglementation sur les rénovations des bâtiments tertiaires. Et je crois que on va vous proposer d'ouvrir donc du coup ce sujet. Oui, c'est un sujet effectivement qui est assez important et qui a été travaillé notamment au ministère. Il y a des groupes de travail qui ont été mis en place depuis un an sur la rédaction des textes sur la partie décret et l'arrêté qui est sorti récemment. Alors très rapidement, pour comprendre cette réglementation, ça concerne déjà que les bâtiments tertiaires et certaines personnes se disent est-ce que les bâtiments tertiaires c'est uniquement des bâtiments de bureaux? Non, hein, c'est un peu plus large que ça. Ce sont les bâtiments de bureaux, bien sûr, d'hôtels, commerces, tout ce qui est bâtiments d'enseignement, les bâtiments administratifs, qui soient dans le public ou dans le privé. Les bâtiments qui ne sont pas assujettis à cette réglementation concernent notamment les bâtiments du secteur primaire, donc ce qui accueille l'agriculture, par exemple, les bâtiments industriels ne sont pas concernés. Et donc, tous ces bâtiments tertiaires, il y a un seuil au-deçà duquel ils rentrent dans ces différentes obligations, c'est un seuil de 1000 m². Il faut que ces bâtiments soient tertiaires et plus de 1000 m² pour être assujettis à deux types d'obligations. La première, ça va être de publier tous les ans sur une plateforme qu'on appelle Opéra, qui a été créée par le ministère et par l'ADEME, les factures, les consommations énergétiques annuelles des bâtiments. Et cela tous les ans. Et il y a une première deadline qui est au 30 septembre 2021
pour publier les consommations 2020. De tous les bâtiments assujettis, il y a à peu près 315 000 bâtiments en France assujettis. Alors, quelles sont ensuite la deuxième phase de la réglementation? Ce sont des obligations d'amélioration énergétique selon 3 échéances. Une première échéance qui est à 2030, sur laquelle ces bâtiments vont devoir faire moins 40% d'économie d'énergie, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Par rapport à quoi, ce pourcentage de gain? Par rapport à une année de référence qui doit être choisie entre l'année 2010 et 2018. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail de cette réglementation et je pense qu'on aura l'occasion dans le cadre de cette table ronde, mais la clé du dispositif, ça va être le choix des actions d'amélioration et la modulation des objectifs. Merci pour cet état des lieux pour commencer. Alors, justement, Antoine, en termes de solutions, on se disait effectivement la technologie est une clé d'entrée finalement. Oui, absolument. Alors, juste un bref retour sur l'identité de nos membres et des entreprises adhérentes du CERS. Historiquement, c'est celles qui ont construit et qui entretiennent aujourd'hui et maintiennent le réseau électrique français. Et en tirant les câbles, creusant des tranchées, tirant des câbles, elles sont arrivées jusqu'au client final, au point de livraison de l'électricité, parmi lesquelles elles ont développé des nouvelles activités, des nouveaux métiers. Donc, que ce soit au niveau de la ville avec tout ce qui va être service de mobilité électrique, le métro, les tramways, les éventuels funiculaires, l'éclairage public, tout ce qui va être signalisation, feu tricolore, gestion des espaces publics. Au niveau des bâtiments, il y a le très gros tertiaire, donc ventilation, climatisation, chauffage, éclairage, production d'énergie sur site, on y reviendra. Et au niveau des industries, de la même manière, électrifier les procédés et puis remplacer des technologies qui fonctionnaient avec une forte empreinte carbone et avec des énergies fossiles par des processus électriques qui sont la plupart du temps beaucoup plus efficaces. Donc tout cela, ça va dans le même sens, que ce soit bâtiment, mobilité, service à la ville, industrie, on va vers l'électrification des usages. Et je crois que la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été publiée il y a quelques semaines, on peut la résumer assez simplement, c'est intégrer davantage d'énergie renouvelable électrique et non électrique, complètement diminuer les consommations des énergies fossiles. Et puis se pose la question du nucléaire, est-ce qu'il y en aura, est-ce qu'il n'y en aura pas? C'est un sujet qui n'est pas débattu et qui n'a pas trouvé de réponse encore dans la PPE. Mais parmi les 3 sujets qu'on peut citer, c'est ENR intermittente, la plupart du temps, ou ENR en tout cas, baisse des énergies fossiles, efficacité énergétique, et puis quid du nucléaire. Pour les technologies électriques, il se trouve qu'elles ont une efficacité qui est bien souvent inégalable. Au-delà du fait qu'on va en intégrer davantage qui ont un plus faible impact carbone, ces technologies-là, elles sont très très efficaces. Une pompe à chaleur, voilà, ça a un COP. Donc le principe est formidable, hein, c'est inégalable. On va on va consommer 1 kWh électrique, ça va fournir 3 voire 4 kWh thermiques. Les LED, on n'en parle pas, mais de toute manière, l'éclairage a toujours été électrique. Au niveau de la cuisson, on a les plaques à induction qui, de la même manière, sont complètement inégalables par quelconque technologie. Le véhicule électrique, de la même manière, c'est 100%, c'est 99% d'efficacité entre l'électricité qui est stockée et puis la rotation de l'arbre moteur. Donc, on est sur des chiffres qui sont vraiment d'un autre niveau que ce qu'on utilisait jusqu'alors avec des énergies fossiles. Donc, on est moins carboné, plus efficace. On peut se poser la question de pourquoi est-ce que l'électrique, aujourd'hui, il rencontre autant d'opposants dans beaucoup d'articles qu'on peut lire dans la presse. J'ai du mal à saisir. Je pense qu'il y a 2 écoles. Il y a les antinucléaires dans ce cas-là. Je pense qu'il y a des arguments. Il y a les pro-fossiles, c'est autre chose. Et j'ai un peu plus de mal à saisir leurs arguments. Je pense que ça va être de plus en plus difficile pour eux. Mais voilà, c'est l'ordre des
des choses. Et puis, on va aller vers une décarbonation de nos modes de vie et de notre économie. Oui, ce que vous soulignez, Antoine, c'est que finalement, c'est la production de l'énergie. Là, vous parliez rendement, effectivement, on voit l'efficacité de l'électricité sur le rendement et sur la voiture, il est plus à démontrer. Ce qu'on appelle, je crois, ça porte un nom, hein, Michael, c'est la chaleur fatale. Si je parle sous votre contrôle, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais aujourd'hui, donc il y a beaucoup d'énergie qui est perdue quand on utilise le pétrole, et y compris le gaz, hein, d'ailleurs. Mais donc du coup, ce que vous disiez, c'est qu'il faut produire cette électricité. Donc après, il y a des débats sur la production d'électricité avec le nucléaire, mais la bonne solution, c'était ce que vous commenciez tout à l'heure à dire entre Michael et Richard, c'est une des bonnes solutions, c'est les énergies renouvelables. Alors aujourd'hui, aujourd'hui on est Richard, pour Enerplan, est-ce qu'aujourd'hui on est en capacité, on en est où sur les énergies renouvelables et pour alimenter les tertiaires? Ah, il faut ouvrir le micro, Richard. Oui, rebonjour à toutes et tous. Je pense qu'on a, en termes d'énergie renouvelable, on a deux approches. La première approche, c'est des énergies renouvelables de grande dimension, des grands parcs solaires, des grandes éoliennes qui contribuent au mix décarboné de façon nationale ou régionale. Donc ça, c'est à peu près la moitié du marché du solaire. Et puis après, on a la production au plus près du besoin en matière d'électricité solaire ou de chaleur. Et là, on va venir substituer de l'énergie du réseau par de l'énergie qui va être produite localement sur le bâtiment ou de l'énergie qui va être produite et partagée entre bâtiments. C'est en d'autres termes ce qu'on appelle l'autoconsommation. Ça fonctionne à la fois avec les électrons, avec le photovoltaïque, mais ça peut également revenir sur le solaire thermique. Juste pour recadrer un peu les choses, on a, Laurine, l'augmentation de l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires, ça fait longtemps qu'on devait le transcrire dans le droit français. C'est du droit européen dont on a tardé. Aujourd'hui, pour aussi se remettre un peu en perspective, tout à l'heure par rapport aux objectifs réglementaires, il risque d'être avancé. On a le Parlement européen qui est en train de travailler sur l'intensification de notre décarbonation. Et moi, je vous parie que les objectifs de 2040, c'est ceux qu'on devrait atteindre en 2030. Donc, mais ça, c'est une annonce que vous nous faites. Alors, du coup, il va falloir accélérer. Quand on regarde aujourd'hui le groupe de travail sur le climat et les déclarations de la Commission européenne aujourd'hui et au Parlement, on va singulièrement augmenter nos objectifs d'ici à 2030. Et donc, il va falloir accélérer le cours de l'histoire. Donc, on a mis longtemps à se mettre en route. Maintenant, il va falloir augmenter la foulée et on part pour un marathon de l'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de consommation d'énergie avec plus d'efficacité. On l'a dit tout à l'heure, on ne va pas continuer de s'éclairer avec de l'halogène alors qu'on a des LED. C'est 95% de chaleur avec l'halogène, c'est technologie du passé. Le convecteur électrique va aussi disparaître, technologie du passé, c'est pas efficace. Donc voilà, on va rentrer dans une dynamique d'efficacité, plus d'autoconsommation, donc à la fois d'électrons solaires produits sur site, mais également de chaleur solaire. Aujourd'hui, pour les hôteliers, au mètre carré de toiture disponible, c'est plus pertinent de faire de l'eau chaude avec des panneaux solaires thermiques qu'avec du photovoltaïque. On pourra peut-être discuter des solutions, peut-être que du PV avec une pompe à chaleur double service, ça marche aussi. Mais voilà, globalement, on va être amené à produire le plus souvent sur site. Plus de flexibilité également, parce qu'on parle beaucoup d'énergie, mais il n'y a pas que l'énergie dans notre problème de système électrique. Il y a qu'est-ce qu'on consomme, quand est-ce qu'on le consomme, est-ce que je peux m'effacer, est-ce que je privilégie des périodes de creux par rapport aux périodes de pointe. C'est toutes les discussions qu'on a sur la tarification du turbo-6, mais là aussi, on va embarquer de l'intelligence, hein, c'est du smart building. Et puis également plus de stockage, du stockage qui pourrait être dans un premier temps sur roue, c'est les voitures électriques, c'est des batteries sur roue. Et puis, elles peuvent également être stationnaires, on voit de plus en plus se développer. Et c'est d'ailleurs ce qui va nous permettre de faire plus des bâtiments qui seront plus smart, plus flexibles et qui rendront des services au réseau, qui pourront d'ailleurs en tirer une rémunération. Donc voilà, on s'oriente vers des bâtiments qui deviennent intelligents, actifs, qui récupèrent autant faire se peut l'énergie de leur alentour et qui sont diablement efficaces. Et ça passera aussi par les comportements, parce que la techno c'est bien, mais les gens qui vivent dans les bâtiments, ils sont également importants pour atteindre nos objectifs.
Oui. Lié au Covid, on pourrait se poser la question, finalement, ça induit une prise de conscience, un choc, et c'est peu dire. Mais est-ce que du coup, vos adhérents, ils ont ressenti une demande accrue de la part des maîtres d'ouvrage qui ont dit, bon, ben voilà, il faut basculer maintenant sur les énergies renouvelables et on vous appelle parce que maintenant, on veut faire les travaux. Oui, Est-ce alors, que, est-ce que, est-ce qu'il y a une stimulation récente ou pas je pense vraiment? qu'on ne le mesure pas encore. Ouais. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'on a dit qu'on avait des objectifs réglementaires à atteindre, hein. Il faut faire moins 40, moins 50, moins 60%. Et on peut déjà viser moins 60% d'ores et déjà dès maintenant sans attendre 2050. On sait faire en faisant les deux morceaux de chemin, l'efficacité qui va nous permettre de faire gagner 25 à 30% de réduction du besoin, et puis l'autoproduction, autoconsommation qui va à peu près représenter la même part. Donc aujourd'hui, faire moins 50 à moins 60% en termes d'efficacité énergétique sur un bâtiment tertiaire, on sait faire. Ouais. Il y a des offres aujourd'hui qui sont portées par les professionnels, qui sont les membres d'Enerplan, qu'on a en commun avec le CERS et puis également des membres du CERS. On a des aides. Aujourd'hui, l'autoconsommation, elle est aidée avec l'appel d'offres de la Creux, notamment, et, ça s'appelait l'appel d'offres PPE, pour Programmation pluriannuelle de l'énergie. Je vous livre un scoop, ça sera son nouveau nom. On est en train de regarder le cahier des charges avec la DGEC. Et aujourd'hui, on a également des professionnels qui sont capables d'être tiers investisseurs. C'est-à-dire que pour le maître d'ouvrage, finalement, l'autoconsommation, c'est un métier. Investir dans une centrale solaire, ce n'est pas forcément le cœur de son métier. Ça va immobiliser des capitaux. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont spécialisées et qui vont investir à sa place dans une installation solaire, sur son toit, en montant des ombrières de parking devant le parc tertiaire, et qui vont lui fournir de l'électricité, qui compteront dans l'atteinte de l'efficacité énergétique. Donc, ça matchera bien, ça fera baisser les factures, et sans qu'il ait bourse dédiée pour se faire. Ouais. Ce que vous disiez, Richard, c'est la voiture. Finalement, on fait bien de vous avoir. Bien sûr, Mathieu Chiara, pour l'AVER, la voiture va jouer un rôle peut-être plus important dans les prochaines années. Effectivement, pour ce côté, ce que vous décriviez, c'est ce qu'on appelle sous le nom anglais véhicule to grid, c'est-à-dire c'est la voiture. Non, 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 non. Non? Véhicule to grid, c'est encore c'est un cran plus haut au niveau du concept. Mais Ah oui. aujourd'hui, alimenter son véhicule électrique avec de l'électricité solaire, 1 kW de PV, ça permet, selon le poids de la voiture, et où est-ce constitué en France, à peu près, de faire entre 5 et 10 000 km d'autonomie par an. Donc on ne peut pas mettre des dérriques de pétrole dans toutes les zones tertiaires de France, mais par contre, on peut mettre des ombrières qui alimenteront des voitures dans toutes les zones de France. Ouais. Un kilowatt de PV, c'est quelle surface à peu près? 1 kW de PV, ça fait à peu près 6-7 mètres carrés. Oui. Donc on peut imaginer qu'en équipant des bâtiments tertiaires, on peut faire rouler toutes les voitures qui sont dans ce bâtiment presque. Oui, on peut alimenter les voitures des collaborateurs, parce qu'en fait, Ouais. si on veut faire transition, il va falloir le faire ensemble. Et donc, Ouais. ça veut dire qu'il faut aussi aider les collaborateurs, les collaboratrices, les clients à passer à la mobilité électrique. Et finalement, si je peux me recharger à la santé du patron avec des électrons verts locaux, c'est pas mal. Ouais. Donc ça, c'est le nouvelle aventure qui nous arrive. On va sur du tout électrique, mais du tout électrique qui sera également plus décentralisé, plus renouvelable. Et aujourd'hui, en termes d'offres techniques, on a pléthore, et ça fait travailler beaucoup d'entreprises au-delà des panneaux solaires. Mathieu, pour l'AVER, alors juste quand on déroule ce fonctionnement, on va parler quand même un peu du véhicule to grid, mais on est peut-être un peu en avance de phase, pour utiliser un terme électrique. Mais aujourd'hui, vous sentez, vous, comment ça se passe, cette appétence sur la mobilité électrique? Alors, Aujourd'hui, nous, on le voit. Pardon. oui, il y a la Aujourd'hui, on le caméra voit qui sur est, le qui est véhicule figée, électrique. qui est figée, mais je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Allons-y. Il y a beaucoup de demandes effectivement sur le véhicule électrique avec le plan de relance qui a été présenté par le président de la République il y a près de 3 semaines maintenant, avec des objectifs aussi qui étaient fixés depuis plusieurs mois, donc le million de véhicules électrifiés rechargeables à fin 2022, la fin de la vente des véhicules neufs émetteurs de CO2 en 2040 et la neutralité carbone en 2050. Donc, on met vraiment tout côté offre et côté demande pour inciter aux véhicules électriques. Comme disait Richard tout à l'heure, un véhicule électrique, c'est un mode de transport, mais c'est également une batterie sur roue. Donc, ça permet de faire de l'autoconsommation, ça permet de faire
donc de stocker l'énergie et la réinsérer plus loin pour un autre usage dans un autre bâtiment. Donc le véhicule électrique s'intègre vraiment dans le tertiaire. Oui. Le premier objectif sur le véhicule électrique en termes de nombre de voitures électriques, c'est 2030 ou c'est 2040? Est-ce que c'est C'est aligné? J'ai 2022. pas saisi. C'est C'est 2022. 2022, c'est ça. Et À fin 2022, 2022, c'est on vise 1 million de véhicules électrifiés rechargeables, donc 100% électriques et hybrides rechargeables en 2022, alors qu'aujourd'hui, on est à 320, 340 modèles. 1000. Donc, il y a vraiment... Oui, 1000. Oui, donc il y a un gap à retrouver qui est important. Est-ce que on parlait aussi, Michael, en termes d'énergie, pour la modulation, peut-être vous pouvez venir dessus pour nous expliquer ce qu'est la modulation, parce que ça c'est un gros sujet ça, dans ce tertiaire, et on se disait aussi que le véhicule pouvait servir dans cette modulation. Alors, oui, alors déjà pour rebondir sur ce sujet des véhicules électriques et alimentés par les panneaux solaires, on a récemment fait une étude là, pour une grande banque qui souhaitait effectivement électrifier un certain nombre de parkings et en utilisant exclusivement les panneaux solaires en journée pour recharger ces véhicules. Pour vous donner des ordres de grandeur, dans la partie nord de la France, avec 1000 m² de panneaux photovoltaïques, on arrive à recharger intégralement 35 véhicules électriques qui font chacun d'eux 20 000 km par an. Et sur la partie sud de la France, ces mêmes 1000 m², on alimente intégralement 45 véhicules électriques qui font chacun d'eux 20 000 km par an. Donc effectivement, le tertiaire notamment est très adapté à l'autoconsommation parce que nous sommes au bureau en journée et nous consommons en journée et nous avons nos véhicules qui sont dehors en train d'attendre au soleil et il y a vraiment un phasage entre nos modes de consommation dans le tertiaire et l'ensoleillement. C'est également le cas notamment dans les magasins. Oui, ce qui n'est pas le cas, Michael, merci de repréciser, mais ce qui n'est pas le cas peut-être pour le résidentiel sur lequel l'autoconsommation est moins évidente. Ouais. Et oui, tout à fait. Oui, l'autoconsommation s'entend dans le résidentiel, notamment, mais pour le coup avec des batteries pour pouvoir faire correspondre la consommation qu'on a en rentrant du boulot le soir et l'ensoleillement qui est plus là. Donc, Richard, vous voulez réagir? Je voulais juste dire que le résidentiel, il faut peut-être l'appréhender différemment parce que on a vécu le télétravail forcé et je pense que le télétravail va continuer d'exister. Et puis par ailleurs, il y a tous les retraités aujourd'hui, ces boomers-là, qui peuvent aussi passer aux véhicules électriques avec une petite pergola solaire et ils sont à la maison la journée. Donc il y a des résidentiels et tout le monde n'est pas actif. Voilà, c'est juste que je voulais compléter. Il y a des marchés aujourd'hui qui existent, mais bien évidemment, le tertiaire, c'est un cœur de cible. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais on va pas discuter de ça, je ne vais pas vous amener sur ce débat-là, mais il y a eu 8 millions de télétravailleurs, il y en a encore sûrement encore beaucoup, et donc est-ce que être dans son logement, c'est d'être dans le tertiaire? Mais enfin, ça c'est un autre sujet puisqu'on travaille. Et donc, Michael, je vous ai coupé sur la partie modulation. Oui, effectivement, cette réglementation est plutôt bien faite et a introduit des modulations des objectifs, donc les objectifs de moins 40, moins 50, moins 60%, peuvent être modulés, notamment à la baisse, en fonction de 3 leviers. Le premier levier, ça va être la variation des indicateurs d'intensité d'usage. Par exemple, nous avons un open space tertiaire sur lequel ils passent en flex office, sur lequel les bureaux ne sont plus, ils sont à tout le monde, et sur lequel ils arrivent à densifier le nombre de salariés ou d'occupants dans le bâtiment. Dans ce cas-là, par rapport à une consommation comprise entre 2010 et 2018, par exemple, prenons l'année 2012, où dans ce bâtiment, il y avait 90 personnes, la société qui utilise ce bâtiment a grossi, et aujourd'hui, en 2020, se retrouve avec 120 personnes. Donc, en passant de 90 à 120 personnes, forcément, ces 30 personnes supplémentaires consomment. Ils ont tous un ordi avec des écrans, peut-être un peu plus de serveurs pour stocker leurs données, etc. Et aussi plus de climatisation parce que nous sommes tous des chauffages de 80 watts. Et le fait, en été, d'être dans un bâtiment, on réchauffe le bâtiment et du coup, la partie
climatisation va devoir le refroidir. Et du coup, il n'est pas normal qu'on fasse moins 40% d'économie d'énergie à 2030 par rapport à le nombre de personnes qu'on était en 2012, donc 90 personnes, sachant qu'on a surconsommé. Donc l'État a prévu des modulations à la baisse. Donc ça, effectivement, il y a une variation de l'intensité d'usage. Ça peut être aussi une extension. Ça peut être aussi, par exemple, il y a les grands magasins qui ouvrent aujourd'hui le dimanche matin. Avant, ils n'ouvraient pas le dimanche matin. Ça fait que 2 ans qu'ils le font, ou 3 ans. C'est pas normal qu'ils ont certainement une surconsommation le dimanche matin qu'ils n'avaient pas avant. Il faut pouvoir prendre en compte ces surconsommations qui sont liées à leur activité, mais ils ne sont pas responsables de cette surconsommation. Deuxième levier, ça va être les contraintes techniques et architecturales. Par exemple, on a un bâtiment qui est en limite de propriété et sur lequel, pour réussir son objectif de moins 60% à 2050, il faut qu'il isole par l'extérieur. Mais s'il isole, ben forcément, il va manger chez le voisin, puisqu'il est en limite de propriété. Et là, c'est une contrainte technique forte. Ou alors, si on est dans un périmètre classé, 500 mètres autour d'une belle église, par exemple, dans ce cas-là, certains travaux seront compliqués à mettre en œuvre. Et du coup, on a le droit de soustraire le gain énergétique qu'on aurait fait si on avait pu isoler, par exemple, de l'objectif de gain. Et enfin, le troisième levier, ça va être le coût des travaux disproportionné par rapport aux gains énergétiques et financiers qui auraient été réalisés. Et donc là, le ministère a prévu trois temps de retour sur investissement pour cette disproportion. Tout ce qui est rénovation de l'enveloppe, c'est 30 ans. Au-delà de 30 ans, on considère que cette action n'est pas rentable. Sur le renouvellement des équipements énergétiques, c'est 15 ans. Et sur l'optimisation, l'exploitation des systèmes, c'est 6 ans. Oui, donc on voit qu'il peut y avoir des modulations. Est-ce que du coup, moi je suis chef d'entreprise, est-ce que j'ai intérêt à densifier pour être dans les clous par rapport à cette réglementation, à poulaïliser, j'irais densifier mon bâtiment, à mettre plus de monde au mètre carré? L'idée, ce n'est pas de modifier l'occupation de son bâtiment pour moduler à la baisse, parce que ça revient au même. En fait, la modulation permet surtout d'ajuster les objectifs de gain en fonction de la réalité que vit l'entreprise, que vivent les bureaux au sein d'un bâtiment. Ce n'est pas quelque chose pour essayer de court-circuiter cette réglementation, c'est plutôt pour ajuster à la réalité. Ouais. Tout à l'heure, vous disiez en off, juste avant qu'on commence, Michael, que pour vous, le PV, on en a bien parlé, mais le photovoltaïque, là je parle pour Richard, c'était la bonne solution dans le parti de rénovation des bâtiments tertiaires. Ah oui, effectivement, sur les études, les schémas directeurs de rénovation énergétique que nous réalisons, pour nos clients assujettis qui souhaitent avoir une vision de quelles actions doivent être mises en place pour réussir ces objectifs de gain, effectivement, le photovoltaïque en autoconsommation est une solution extrêmement efficiente. Il y en a deux. Il y a essayer de réduire les besoins, notamment via l'exploitation. C'est quelque chose qui ne coûte pas très cher. Combien de bâtiments sont chauffés la nuit alors qu'il n'y a personne dedans, ou des éclairages qui restent allumés. Ça, c'est le pilotage. Voilà, la partie pilotage qui ne coûte pas grand-chose et finalement qui permet de faire beaucoup de gains. Et après, c'est effectivement l'autoconsommation d'énergie renouvelable sur lequel l'autoconsommation solaire est particulièrement bien adaptée pour les bâtiments tertiaires. Oui, sur Richard, vous levez le doigt, mais j'allais vous relancer. Après, je vais poser une question à Antoine qui peut se préparer sur l'exemple de l'expérience de Lyon. Richard, en termes de photovoltaïque, on sait que quand même il y a eu une crise à un moment du photovoltaïque en France. Aujourd'hui, est-ce que les financements sont là et comment on finance ces opérations? On parlait de tiers investisseurs aussi. Oui, la crise remonte il y a plus de 10 ans maintenant, enfin, il y a 10 ans, donc elle est largement derrière nous. Ouais. Et depuis, le prix des panneaux solaires a baissé de 90%. Donc aujourd'hui, produire l'électricité solaire, c'est non seulement une électricité propre, renouvelable, et compétitive par rapport à son sourcing d'électricité non solaire ou qui vous est délivré par un fournisseur qui peut d'ailleurs être solaire, un mix de renouvelables, de nucléaire, de ce qu'on veut. Produire sur site, c'est faire une bonne affaire parce que et consommer sur site, entre guillemets, on a de la lisibilité sur ses coûts de fourniture d'électricité sur 20 à 30%. Donc aujourd'hui, il y a des aides
qui sont apportés par l'État. Il y a des tiers investisseurs, donc des gens qui s'occupent de développer le projet d'un point de vue technico-économique par rapport à vos besoins. Et puis, il faut peut-être aussi dépasser l'autoconsommation. Si j'ai un bâtiment et finalement, je vais peut-être mettre 300 mètres carrés de photovoltaïque pour l'autoconsommation, parce que ça correspond à mon profil de besoin, mais il me reste encore beaucoup de mètres carrés. Je peux aussi équiper ce bâtiment avec le reste de mètres carrés et vendre cette électricité au réseau et vouloir être un bâtiment énergie positive. Simplement, il va autoconsommer une part de ce qu'il produit et l'autre partie, il va l'injecter dans le réseau. Et on avait une centrale solaire qui est un actif relié au bâtiment, qui est en lien avec ce bâtiment, qui va produire, entre guillemets, de l'énergie pour compenser ce qui consomme par ailleurs quand on n'est pas en phase, parce qu'aujourd'hui, le solaire l'hiver, ça ne produit pas beaucoup. Enfin, faut pas se mentir. Et l'été, on peut produire plus que de besoin. Et à ce moment-là, cette électricité elle va alimenter le voisin et le voisin du voisin de proche en proche au niveau local. Oui, et donc sur la partie financement, aujourd'hui, est-ce que pour vous, le maître d'ouvrage doit financer cette opération ou il doit faire appel à un tiers investisseur? Il fait comme il veut. Il a le choix, c'est à la carte. Ouais. Soit il a envie que ça soit son installation à lui, il prend un bureau d'études, qui fera une consultation d'entreprise, il aura son installation qui lui appartiendra. Soit il va faire appel à un tiers investisseur qui va s'occuper de réaliser cette installation et qui va, entre guillemets, se faire rémunérer par l'intermédiaire d'un loyer, parce qu'aujourd'hui, le cadre fiscal fait qu'on ne peut pas vendre directement de l'électricité à un autoconsommateur en tiers investisseur. On est sur un système de loyer, de leasing. Voilà. On discute avec le ministère pour est-ce qu'on indexe les loyers sur la production, etc. Et le cadre fiscal ne permet pas proprement dit de vendre des électrons, mais d'avoir un service de fourniture d'électricité moyennant un loyer. Voilà. Juste pour la qualification, ce qui fait que cette électricité solaire, elle n'est pas soumise à la TICFE et à toutes les taxes locales. Ouais. Antoine, quand on regarde le bâtiment, je vous avais prévenu Antoine, hein, quand on regarde le bâtiment, vous avez une expérience concrète à Lyon de smart électrique. Bon, alors on parlait aussi de sobriété, hein, parce que finalement, c'est un peu l'idée que vous déployez, Michael. Finalement, on a peut-être trois axes. On a un axe effectivement du photovoltaïque, si je retiens, un axe d'isolation, en tout cas d'optimisation des systèmes aussi, et puis on a un axe peut-être d'une forme de sobriété. Faut remettre dans l'ordre. En premier, Ouais. c'est de l'efficacité. Ensuite, c'est du PV. Et par ailleurs, de la sobriété. Mais on ne va pas concevoir une centrale photovoltaïque sans avoir avant optimisé les besoins. Ouais. C'est un peu sur cette idée que je voulais rebondir. En fait, on voit qu'avec les différentes réglementations, que ce soit le décret tertiaire, la PPE, les annonces de M. Macron sur un nouvel objectif pour l'électrification des flottes de véhicules, on va avoir un tout nouvel écosystème avec des nouveaux équipements qui ont des caractéristiques qui sont différentes des précédents. Et l'intérêt, c'est de les intégrer, toutes ces particularités ensemble et d'essayer d'en faire des forces, parce que on va avoir des nouveaux éléments de production in situ, on va avoir un réseau aussi, un réseau électrique qui devient de plus en plus smart, qui va de plus en plus dialoguer avec le bâtiment et les équipements. On va avoir de plus en plus d'équipements électriques qui peuvent, on le sait bien, quand il fait très froid, être un petit peu moins efficaces, que ce soit pompe à chaleur, effet Joule, tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, on va avoir le véhicule électrique, alors lui qui a un peu les deux casquettes, qui est producteur, consommateur, il est stockeur en fin de compte. Et le tout, c'est de venir tirer profit de ces trois nouvelles composantes, ces trois nouveaux piliers de la transition énergétique et mettre en place une communication entre chacun de ces leviers pour que ça se fasse dans l'optimum général en termes de CO2, en termes de coûts, et qu'on arrive à optimiser les consommations énergétiques et puis l'empreinte carbone. Moi, j'avais une expérience, j'ai travaillé chez Smart Electric Lyon. Donc, on avait déployé des technologies d'effacement chez 45 bâtiments tertiaires et industriels. 1 mégawatt effacé sur des créneaux de 2 heures. Ça, quelquefois au prix de quelques appels téléphoniques bien salés pour nous dire qu'ils avaient eu froid, les gens avaient eu froid, voilà, c'est pas normal, etc. Moi, je pense qu'il faut aussi que la population, elle change un petit peu de regard vis-à-vis de son confort et puis de certains gestes, parce qu'il va falloir apprendre à mettre un pull en hiver. Je suis désolé, c'est un petit peu sécosse.
mais je le pense sincèrement. Et puis, il va falloir regarder d'un bon œil un petit peu toutes ces possibles dérives par rapport à ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire, qui, à mon avis, nous mène droit dans le mur. Donc voilà, Smart Electric Lyon, 45 bâtiments effacés, 1 mégawatt. Tout à l'heure, Monsieur Thérom nous disait qu'il y avait 315 000 bâtiments assujettis au décret tertiaire. Et petite règle de 3, ça fait 7 gigawatts de potentiel d'effacement. 7 gigawatts, c'est énorme. Hein. C'est 7 centrales nucléaires, par exemple. Ouais. Donc, il va falloir commencer à travailler tout ça de concert et mettre ça en musique. Oui, c'est vrai qu'on a eu une conférence sur le logement. On parlait de rénovation énergétique du logement. Attention au stylo, hein, je parle Antoine qui fait un peu de clic. On a eu une conférence sur le logement, disons, sur les économies qui sont faites. Finalement, elles sont regrignotées par les nouveaux logements qui sont construits. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut pas y avoir ce risque-là aussi? Il faut pas être vigilant parce que, on peut regarder au niveau du bâtiment. Mais si on regarde de manière globale, on continue à être toujours pareil en termes de consommation. Est-ce qu'il y a des études, Michael, là-dessus, sur le parc global? Parce que là, vous parliez de parc global. Oui, alors je peux rebondir sur peut-être les bâtiments neufs. Et c'est vrai que c'est assez particulier, parce que cette réglementation inclut les bâtiments neufs qui sont sortis de terre, qui ont été mis en exploitation de 2012 à la sortie de la loi Elan, donc novembre 2018. Et donc, ces bâtiments neufs ont dû faire une étude qui s'appelle la RT, la réglementation thermique 2012, et qui était sur le papier conforme avec une consommation en kilowattheure par mètre carré et par an, maximum. Et ces bâtiments assujettis ne vont pas respecter la loi Elan alors qu'ils sortent à peine de terre, tout simplement parce que les calculs réglementaires sont très loin de la consommation réelle d'un bâtiment. Et ce qu'on constate, c'est que ces bâtiments qui ont été construits et respectent une RT 2012 peuvent avoir des consommations qui sont doublées par rapport aux consommations réelles. Donc ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des bâtiments neufs qui vont plus consommer que certains anciens bâtiments sur lesquels des efforts ont été réalisés, tant en termes de diminution des besoins énergétiques en chauffage, en refroidissement, mais aussi en production d'énergie à l'échelle locale du bâtiment. Ouais. Pour regarder le véhicule to grid, là je voulais en parler quelques minutes parce que le temps nous court et nous est compté. Mathieu, aujourd'hui, sur quoi travaillent les constructeurs? Aujourd'hui, constructeurs, pour certains, véhicule to grid, c'est une réalité. Par exemple, Nissan, depuis le lancement de la Leaf, intègre des chargeurs bidirectionnels. Donc, ça veut dire le véhicule est capable d'accepter l'énergie dans un sens, mais aussi de le renvoyer sur le réseau dans l'autre sens. Et d'autres constructeurs se lancent dans des expérimentations. On le voit avec Renault qui, aujourd'hui, à Madère, à Belle-Île, met en place des systèmes de stockage avec des véhicules en partage donc qui sont en circulation ou des batteries de seconde vie, là pour stocker des ENR ou de l'énergie fabriquée par du photovoltaïque. Après, il y a d'autres expérimentations au niveau plus large, sur du tertiaire. Il y a le stade d'Amsterdam, pour le coup, qui dispose de plus de 4000 panneaux photovoltaïques sur le toit. Ah oui. Et qui, avec près de 150 batteries de seconde vie Nissan Leaf, là aussi donc en bidirectionnel historiquement, permet d'alimenter le stade lors d'événements nocturnes. Donc là, c'est, comme on disait tout à l'heure, pendant la journée, le stade va accumuler l'énergie et va la renvoyer, la réutiliser lorsqu'il y aura besoin de lumière et beaucoup de puissance. Ouais. En totale autonomie, là, aujourd'hui, le stade d'Amsterdam? Non, pour la journée, ils sont encore... ils le gardent un peu relié, connecté au réseau, mais une grande partie de la consommation vient de ces panneaux photovoltaïques. Oui, et Richard, vous vouliez réagir? Oui, je pense qu'il faut à chaque fois qu'on ait maintenant une réflexion sur le véhicule to grid, c'est deux choses, c'est à la fois de l'énergie et des services au réseau.
C'est de l'énergie parce que j'ai ma voiture, je rentre le soir, elle a été rechargée sous une ombrière solaire, je suis full. Il y a des contraintes réseau, on est à l'automne, on n'a pas suffisamment de grandes centrales de production nucléaire qui sont un peu arrêtées, etc. Ben, je vais pouvoir, plutôt que prendre l'électricité du réseau, qui est un peu en contrainte, je vais décharger ma voiture. Et puis ma voiture, je pourrais la recharger le cas échéant pendant la nuit à 1 heure du matin quand on est un système électrique qui est un peu moins en tension. Donc ça, c'est entre guillemets véhicule to grid version énergie. Et puis après, il y a service réseau. Aujourd'hui, je vais pouvoir rendre des services au réseau par le simple fait d'être une batterie, participer au réglage fréquence, etc., au maintien en tension. Donc là, on va demander d'autres choses à la batterie et qui ne l'usent pas du tout de la même façon. On n'est pas sur la décharge d'énergie, mais ça fait aussi faire ça. Donc on a le véhicule to grid, ça sera une sorte de couteau suisse de notre système électrique, de façon décentralisée, qui à la fois servira de stockeur d'électricité renouvelable produit localement, et puis en même temps pourra rendre des services au réseau à partir du moment où on les agrège. Oui. Michael, je pense que c'est une question pour vous, mais je vous la pose à tous, hein. Il y a une question de Luc qui nous pose la question. Connaissez-vous d'éventuelles expérimentations sur la récupération d'énergie, des systèmes qui dissipent de la chaleur? Data center, motorisation d'ascenseurs, bon, enfin. Oui. Là, on parle aujourd'hui, Michael ou Richard, mais enfin, qui veut répondre? On parle de récupération de chaleur fatale, peut-être, c'est ça? Oui, effectivement, c'est la chaleur fatale. Donc, il y a différentes solutions pour récupérer cette énergie. Effectivement, des choses assez connues dans les data centers, mais finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve fréquemment, mais plutôt la récupération d'énergie sur eau grise, c'est-à-dire sur les eaux usées d'un bâtiment, sur lequel on va coupler et récupérer via un échangeur l'énergie de l'eau grise. L'eau grise était donc c'est de l'eau qui a été utilisée, mais qui a été en contact avec l'air réchauffé du bâtiment. Et du coup, elle est chaude, en tout cas à température ambiante dans le bâtiment. Et cette eau, ensuite, va passer dans un système qui va être récupéré et être révalorisé via une pompe à chaleur. Donc, la pompe à chaleur va récupérer la chaleur de ces eaux grises et pour la redonner dans le bâtiment. Et donc, c'est un cercle vraiment vertueux. Et effectivement, ce sont des choses aujourd'hui qui devraient être systématiques quand on construit un bâtiment, mais aussi des choses qu'on peut mettre en place dans la rénovation des bâtiments. Oui, il faut réfléchir à toutes les solutions qu'on peut retrouver et qu'on peut avoir. Vous parliez de couteau suisse, Richard. Il faut être intelligent et trouver des solutions. J'avais Antoine? juste un exemple également. C'est la piscine de la Butte aux Cailles à Paris. Je ne sais plus exactement quelle est la société qui fait ça, mais ils ont couplé la piscine avec un data center. Vous pourrez probablement avoir l'information si vous les appelez. Et donc, ils chauffent les eaux de la piscine grâce à la chaleur dégagée par le data center. Ah oui, c'est le data center qui sert à récupérer cette énergie. Michael, vous voulez Je voulais réagir? juste intervenir suite à ce qu'a dit Richard. J'ai vu une conférence très intéressante d'Enedis sur les véhicules électriques, notamment le fait que les véhicules électriques chez soi pourront rendre une partie de l'énergie quand le réseau en a besoin. Notamment, beaucoup de personnes aujourd'hui se disent, de toute façon, si tout le monde avait une voiture électrique, il faudrait X centrales nucléaires supplémentaires. En fait, pas du tout. À isopérimètre, c'est-à-dire que si tout le monde a une voiture électrique, au contraire, le fait que la voiture puisse redonner de l'énergie pendant les pointes de consommation en France, au contraire, ça permettrait de supprimer une centrale nucléaire. Et je ne parle même pas de solaire, hein, c'est à l'échelle actuelle avec les modes de production centralisés que nous avons aujourd'hui, avec le fait d'optimiser les charges et les décharges des véhicules électriques, on n'aurait pas du tout besoin d'avoir des modes de production centralisés supplémentaires. Et en plus, avec le solaire, effectivement, avec l'autoconsommation, il n'y aurait plus du tout de problème. Justement, je vous branche sur un autre sujet. Ça, c'est pour Richard et pour Mathieu. On sort un peu du sujet de rénovation des bâtiments tertiaires, mais tout ça, ça pose la question de ressources, parce que les ressources naturelles qu'on supprime quelque part, là, c'est le pétrole, le charbon, enfin, et le gaz. Mais du coup, il faut des ressources quand même pour construire ces panneaux photovoltaïques. Je ne veux pas faire des discussions comptoir non plus, et ces batteries, mais est-ce qu'aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir assurer cette montée en charge? Zéro problème aujourd'hui. Les panneaux photovoltaïques, pour 90% des cas, c'est du silicium, c'est du sable, c'est pas une matière dont on manque sur Terre. Donc,
Il y a un peu d'argent, mais on l'utilise de moins en moins. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument pas de problème de recharge. Juste pour se mettre un peu en perspective, et là je parle aussi, je fais une petite dérive sur le côté industriel, on a un marché cette année photovoltaïque mondial qui devrait un peu baisser aux alentours de 100-110 gigawatts, alors qu'on avait fait presque 120 l'année dernière. On a des capacités de production industrielle aux alentours mondiales de 200-220 gigawatts. L'industrie chinoise est en train de planifier 500 gigawatts de production annuelle d'ici à 5 ans. Ouais. 1 gigawatt, c'est une centrale nucléaire, hein, c'est ça? Pour donner un... Oui, avec un facteur de charge, c'est pas tout à fait ça. En fait, mais en fait, on va pas, c'est pas un élément de comparaison, mais oui, près 500 gigawatts corrigé du facteur de charge, ça ferait plusieurs centaines de réacteurs nucléaires installés par an. Mais peu importe, Oui, c'est pas ça le problème, c'est ce que je veux dire. On n'a absolument pas de problème de ressources. on en a sous la pédale Si je peux compléter, aujourd'hui en France, il y a une filière de recyclage du photovoltaïque et un panneau photovoltaïque, enfin sur 1000 kg de panneaux photovoltaïques, ils en ressortent 990 kg de matières premières. Donc on recycle à proche de 90-95% de la masse du panneau. Ah, mais donc, du coup, ça serait presque la solution, je n'allais pas dire miracle, mais en tout cas, une solution qui serait très bonne pour nous et pour l'environnement. On a Mathias, oui? qui a été bâti du berceau à la tombe, hein. Ouais. Contrairement aux vieilles industries du passé, ce qui n'est pas le cas des voitures, par exemple, mais le photovoltaïque, il a été conçu pour, entre guillemets, prévoir son recyclage. Simplement, un panneau photovoltaïque, ça dure 30 ans, et qu'aujourd'hui, la massification du recyclage, faudra attendre, entre guillemets, en quelques dizaines d'années encore pour qu'on ait beaucoup à recycler. Et après, juste sur les batteries, avant de les recycler, les batteries, et on les recyclera, parce que ce qu'il y a dedans, c'est des matériaux qui sont précieux, ça a aussi une deuxième vie, les batteries de voitures électriques, et ça va servir de stockage stationnaire. Ouais. C'est quand même également formidable de pouvoir avoir des buffers en deuxième utilisation et peut-être améliorer l'économie du véhicule électrique si le fabricant peut trouver un deuxième usage à sa batterie pour le retirer de la facture d'achat quand le véhicule est vendu neuf avec une batterie neuve. Ouais. Mathieu, sur la production des batteries, aujourd'hui, il n'y aura pas de point de blocage. Non, comme l'a expliqué Richard juste à l'instant, en fait, la batterie, on va pouvoir la réutiliser dans une seconde vie et surtout la recycler au bout de peut-être 15-20 ans. Et donc, avec la massification du marché, on va pouvoir vraiment continuellement avoir des nouvelles batteries issues d'anciennes batteries. Finalement, on va reconditionner des packs, on va remettre des cellules en ordre. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On a une industrie qui est en train de se monter, une filière européenne avec l'Airbus de la batterie qui est en train de se développer. C'est des projets entre la France et l'Allemagne majoritairement, avec plus d'1 milliard d'euros pour chacun des pays d'investis. Donc, c'est vraiment une industrie pour laquelle il y a de l'avenir. Oui, donc effectivement, peut-être que c'est un plan de longue haleine, parce que si cette batterie, on la met dans la voiture, bon, on les a pas disponibles encore, mais demain, elles serviront dans ces bâtiments tertiaires. Donc, est-ce que c'est des choses qui se prévoient déjà quand on fait une étude, Michael, sur les bâtiments, en disant, ce qu'on prévoit, c'est que dans 5 ans, 10 ans, on parlait de différents objectifs, 2030, 2040, et on peut dire, en 2040, on prendra des batteries pour venir encore optimiser. Oui, effectivement, dans les études, nous projetons les études sur jusqu'à 50 ans, entre 30 et 50 ans, et on le projette surtout pour nos clients pour qu'ils puissent estimer les futurs investissements et montrer la réelle rentabilité de chacun des projets. Donc effectivement, par exemple, sur une installation photovoltaïque sans batterie, pour le coup, mais il y a un système qui s'appelle l'onduleur qui permet de transformer le courant continu en courant alternatif. On sait que la durée de vie d'un onduleur est entre 8 et 12 ans, et c'est quelque chose qu'il va falloir remplacer. Les panneaux photovoltaïques sont ont une longévité beaucoup plus grande, plus de 30 ans. Donc oui, tout à fait. Les études, on prend en compte le fait qu'une batterie a telle ou telle durée de vie et qu'il va falloir les remplacer. Voilà, Richard, peut-être. Ah, il faut ouvrir le micro, Richard. Mais Richard, vous n'avez pas ouvert le micro. Il faut ouvrir le micro. Oui, je dis aujourd'hui, on est en train de mettre en place le cadre réglementaire du stockage.
Aujourd'hui, le stockage stationnaire relié à du solaire, ça reste une norme d'expérimentation. C'est pas encore une norme qui est rentrée dans la réglementation électrique. Donc, on espère qu'avec la révision de la NFC 1500, ça puisse se faire. Mais aujourd'hui, c'est la 15712-3 EXP d'expérimentation. Et puis, par ailleurs, il y a la réglementation de l'économie, les services réseau que les batteries peuvent rendre en stockage stationnaire. Et ça, c'est des travaux qui sont aujourd'hui au niveau de la CRE. Ils n'ont pas encore abouti, mais ça veut dire qu'on pourra avoir des rémunérations ou baisser le coût d'usage de la batterie par les services qu'on va pouvoir rendre. Et ça, aujourd'hui, mais c'est pas encore valorisé et on est en train de paver le chemin pour pouvoir le faire. Ouais. Merci. Voilà, je crois qu'on va mettre fin à cette table ronde, mais on pourrait encore discuter. Elle est passionnante et en tout cas, elle sera disponible aussi en replay parce qu'on a, je crois, abordé à peu près tout le sujet, hein, pas complètement, mais on a balayé au maximum. Et d'ailleurs, on a maintenant, je parle sous votre contrôle, 5 intervenants, pardon, je devrais dire où on est en cohérence par rapport à ce qu'on vient de dire. Il y a Didier Casse pour Orange qui va intervenir sur la partie sur la fibre optique, parce qu'effectivement, comme vous disiez, si on met des services, si on met du pilotage dans ces bâtiments, il faut pouvoir gérer ça correctement. Et c'est vrai que le numérique devient un point clé. Ensuite, Emmanuel Ballandras pour Legrand qui va intervenir sur la partie des nouveaux systèmes de comptage. C'est ce que vous déployez et développiez tout à l'heure, Michael, d'électricité dans les bâtiments. Et c'est un point important à contrôler. Enedis aussi, je ne sais plus qui parlait d'Enedis, qui va nous parler de mobilité électrique. Et puis en deuxième partie d'après-midi, on aura Engie Solutions avec Isabelle Barbeau qui nous parlera de transition zéro carbone et énergie verte. Effectivement, comment le bâtiment, et donc là elle montrera des exemples, peut arriver à fournir une solution. Et puis aussi, comme vous dites, c'est que finalement il y a un changement des métiers, c'est des nouveaux métiers tout ça. Et donc il faut former ces filières et Hervé Jacques pour Formapélec nous en parlera. C'est comment on forme cette filière pour qu'elle puisse intervenir dans ces bâtiments. Et ça c'est un enjeu important parce que c'est pas tout d'avoir de la techno, mais il faut pouvoir la mettre en œuvre. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci à tous les quatre pour votre temps, votre intelligence, le talent dont vous faites preuve. Richard voulait dire un dernier mot. Un mot de conclusion. Nos métiers embauchent et aujourd'hui, il y a une jeunesse qui s'interroge sur quel débouché elle va trouver dans le monde d'après. Dans les services énergétiques, entre guillemets le solaire, etc., on est des secteurs qui embauchent, qui formons, et donc c'est des débouchés, des jobs à trouver. Et on encourage les jeunes à venir nous rejoindre. Il y a du boulot. Et je crois que dans la fibre optique, d'ailleurs, Antoine aussi, c'est pareil, on va en parler. De manière générale, le décret tertiaire, il va créer un vrai marché. Il va falloir recruter des dizaines de milliers d'effectifs pour venir gérer l'optimisation énergétique des bâtiments. Donc, ah ben voilà, ça c'est. Qui n'iront pas dans l'aéronautique viendront dans l'efficacité énergétique. On termine sur des bonnes nouvelles alors que la crise s'annonce. Il y a encore des secteurs sur lesquels il y a des choses à faire. Merci à tous les quatre pour votre intervention.